BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Noguès. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet+. La corruption en Europe, a priori, la corruption c'est surtout un problème dans les pays sous-développés, c'est ce qu'on pourrait penser, ou à la limite en Roumanie, en Bulgarie. Mais chez nous, non, c'est marginal. Eh bien non, plus des 3/4 des Européens estiment que les pots de vin, les emplois fictifs, les détournements de fonds publics et autres financements occultes de partis politiques sont, je cite, très répandus. Je cite une étude Eurobaromètre cette semaine. Et pour la première fois, Bruxelles, la Commission européenne a publié un rapport sur la question. La corruption représenterait au moins 120 milliards d'euros chaque année dans les 28. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Vous prenez combien pour écrire quelque chose de gentil sur un homme politique? Disons, je prends combien pour écrire quelque chose de gentil sur cette émission qui commence à craindre sérieusement. Et pour écrire quelque chose de méchant sur un adversaire? Ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Tout est très gratuit avec Jean Quatremer. Jean Quatremer, Libération et le blog Quiz de Bruxelles. Florence Autrey, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste de l'Allemagne, notamment. Selon vous, l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne est au-dessus de tout soupçon? Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le rapport de la Commission met en cause l'Allemagne et notamment le fait que les dirigeants politiques allemands ont tendance à aller travailler dans le privé, après la poste, le pantouflage des chanceliers, pantouflage des ministres. Et en fait, à tel point qu'ils vont peut-être devoir légiférer sur la question, ce qu'ils se sont refusés à faire jusqu'à présent. Effectivement, nous allons voir notamment que l'Allemagne est l'un des derniers pays au monde, avec la Syrie et le Soudan, à ne pas avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Bonjour Frédéric Coderlier. Bonjour Yann-Anthony. La France se classe 22e dans le classement Transparency International des pays les moins corrompus. Et la Belgique est devant la France à la 15e place. C'est n'importe quoi. C'est plutôt bien. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est comment ça se fait que Jean se balade avec une bouteille de champagne pour faire cette émission. Ça sent la corruption qui a une bouteille de champagne devant lui. Quels sont les pays où il y a le plus de corruption? La corruption, c'est quoi au juste? Quelles sont les perceptions des Européens? Comment lutter contre la corruption dans les marchés publics? Nous allons parler à 2 lanceurs d'alerte. Ils ont décidé de parler et ils vont nous expliquer ce qu'ils ont vu et vécu, que ce soit dans les travaux publics ou même la justice. Nous serons en ligne avec une eurodéputée et puis avec un représentant de la Commission européenne. Comment lutter contre la corruption? C'est le thème de ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Alors la corruption règne particulièrement dans le sud de l'Europe, ça a priori c'est pas une surprise, dans les pays qui souffrent de la crise, en Italie, en Grèce, en Espagne. 99% des Grecs et 97% des Italiens disent qu'il est impossible d'atteindre ce que l'on désire sans corruption. Alors c'est pas le cas dans les pays du nord de l'Europe, 20% des Danois seulement pensent que la corruption est très répandue. Tiens justement un Italien avec nous en ligne, bonjour Michele Cercone. Oui, bonjour. Alors vous êtes porte-parole de la Commission européenne sur les questions, disons, intérieures. C'est vous qui avez sorti ce rapport cette semaine. Quels sont les principaux enseignements dans ce rapport ? Le premier, c'est qu'en Europe, il n'y a pas d'État ou des pays qui ne soient pas affectés par les problèmes de la corruption. On a regardé pour chaque pays, on a utilisé des grilles d'évaluation différentes, justement pour se focaliser sur les problèmes et les sujets critiques. Et on a vérifié que même les pays qui, en principe, donnent l'impression d'être les moins touchés ou affectés, ont quand même une série de problèmes et peuvent aller encore plus loin dans leur lutte contre la corruption. Alors j'ai Jean Quatremer de Libération ici, toujours avec sa bouteille de champagne devant lui, qui veut vous poser une question. Juste une précision, entre parenthèses, la bouteille de champagne, c'est parce que c'était un petit cadeau de fin d'année pour le remercier de participer à cette émission avec autant d'entrain et de vigueur. Et voilà, et en fait il n'avait pas pu la récupérer début janvier, donc c'est pour ça, voilà, c'est son dû. Un pot de champagne. Donc, ce qui est assez fascinant dans cette étude, c'est qu'il y a une vraie différence entre la corruption que l'on ressent, c'est-à-dire le sentiment de la corruption, c'est un peu comme sentiment d'insécurité. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ça atteint des niveaux délirants dans un certain nombre de pays. Et la réalité de la corruption. Est-ce que vous avez eu affaire à de la corruption? Est-ce que vous avez déjà vous, dans votre vie, en tant que citoyen, chef d'entreprise, remettre une petite enveloppe pour obtenir le service que vous souhaitiez, pour obtenir les soins de santé que vous souhaitiez, etc. Et là, on s'aperçoit que ça s'effondre dans l'ensemble des pays. Et en réalité, quand on regarde le sentiment de la corruption, équivalent donc au sentiment d'insécurité,
d'insécurité, on voit qu'il augmente dans les pays qui sont en crise politique. C'est-à-dire que plus il y a une défiance à l'égard du pouvoir politique en place, plus on est en crise politique, c'est le cas de la France, plus ce sentiment que, au fond, il y a des gens qui profitent du système, des gens qui détournent de l'argent, des gens qui nomment leurs copains, est fort. Et alors que quand on est des pays du Nord, là, on a ce sentiment que finalement la démocratie fonctionne et donc la corruption est peut-être moins forte. Alors il y a le sentiment, hein, Jean, mais il y a aussi la réalité quand on voit dans des pays, essentiellement dans les pays de l'Est, et une étude menée par Aspro, une association de prévention du risque opératoire en Roumanie, près de 29% des patients ont payé un bakchich de 15 € en moyenne à leur médecin, et 50% des patients admis dans un hôpital ont dû payer un pot de vin. Le pot de vin, c'est combien, à votre avis? 63 € en moyenne. Mais c'est pareil en Grèce, c'est ce qu'on appelle le fakelaki, la petite enveloppe. Ça existe, il est clair que ça existe. C'est dans la culture. Oui, il y a des pays qui sont encore touchés par la corruption. Mais quand on voit en France, par exemple, le sentiment de corruption atteint des niveaux absolument hallucinants, moi, en tant que Français, je suis désolé, il ne m'est jamais arrivé de devoir acheter un fonctionnaire ou de devoir payer pour avoir accès à des soins de santé. Ça n'est pas vrai. Donc, non, et les gens se sentent... Non, mais la question, c'est... les impressionne et une bouteille de champagne. Michele Cercone, est-ce que vous avez des exemples dans d'autres pays? Est-ce que vous pointez du doigt dans le rapport des best practices, comme on dit ici à Bruxelles dans le jargon, les meilleures pratiques? On a vérifié qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques dans la protection de ceux qui dénoncent les lanceurs d'alerte, d'accord. Les lanceurs d'alerte est crucial pour lutter efficacement. On a vu qu'il y a un rapport direct entre la législation pour la protection des whistleblowers, lanceurs d'alerte, et la capacité de découvrir, poursuivre et amener en justice les cas de corruption. Alors justement, dans quelques minutes, après la pause, nous serons rejoints en ligne par 2 lanceurs d'alerte qui vont nous expliquer concrètement en quoi ils ont souffert de la corruption. Michele Cercone, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Commission européenne. Selon vous, dans le rapport, la France ne participerait pas assez à la lutte contre la corruption, principalement dans les transactions commerciales internationales. Ça veut dire quoi? Déjà, je pense qu'il faut partir du cadre complexif pour la France. C'est un cadre solide de lutte à la corruption et on ne fait pas des rankings, mais on peut dire que la France... Vous ne faites pas de classement? Certainement. Non, on fait pas des classements, mais la France a une position solide. On a vu des progrès aussi récemment. Donc il y a une série Oh là là, et depuis la sortie du rapport, vous êtes fait taper sur les doigts par les Français, là, ou quoi? Pourquoi vous êtes en train de rétro-pédaler, là? Absolument, j'ai les rapports sous les yeux et je vous lis les résultats du rapport. Donc c'est tout à fait factuel et objectif. On ne peut pas non plus seulement souligner les aspects négatifs. Mais cela dit, bien sûr, en France, il y a encore du travail à faire en matière, par exemple, des mesures anticorruption pour les mécanismes des marchés publics, et déclaration patrimoniale, conflit d'intérêts des agents publics, la corruption transnationale, c'est-à-dire aussi la corruption qui concerne les entreprises françaises, mais à l'extérieur du pays. Là, il faut peut-être aller voir un peu plus près et avoir des règles un peu plus strictes et dissuasives. Jean Quatremer. Donc, je voudrais essayer de faire une distinction entre les différents types de corruption dont on parle, parce que là, pour l'instant, on mélange un petit peu tout. Il y a le bakchich, c'est-à-dire le fait de payer pour obtenir un service. Il y a le conflit d'intérêts qui est pas exactement la même chose. Il y a le fait de dire aussi à quelqu'un, bon, si j'obtiens ce contrat, peut-être qu'à terme, un jour, peut-être, je te rendrai un service. C'est le fait aussi que, finalement, on va peut-être accorder le contrat à telle ou telle entreprise parce qu'on espère peut-être, en tant que responsable politique, un jour finir à la tête ou dans le board de cette entreprise. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, on imagine toujours la corruption comme étant vraiment un échange monétaire. Or, c'est pas souvent le cas. Et la forme de corruption moderne, ça n'est pas ça. Je pense que les formes de corruption les plus graves aujourd'hui, ce sont les conflits d'intérêts. Effectivement, où on voit par exemple un ancien... Et le réseautage. Et le réseautage. Où on voit par exemple un ancien chancelier allemand passer du jour au lendemain à la tête d'une entreprise contrôlée par Gazprom. Ça pose des questions après avoir tressé des louanges à Poutine pendant 10 ans. Pendant 10 ans, voilà. Donc ça en dit long sur l'indépendance aussi de nos dirigeants politiques. Et donc je crois que tous ces cas doivent être distingués. Moi je trouve que le problème de ce rapport, c'est qu'on mélange un petit peu tout. D'accord. Fred Connerlier. Pour être dans le sens de Jean, ça va dans tous les sens aussi. Il n'y a pas que le politique qui est potentiellement corruptible d'une certaine manière. Je vous donne des exemples très concrets.
concret. Moi, j'ai déjà assisté à des réunions importantes où vous avez des grands patrons de groupes de presse qui viennent trouver des responsables politiques en disant on a besoin d'aide à la presse, on a besoin d'un financement pour une imprimerie, pour ceci, pour cela, parce que économiquement le secteur ne va pas bien. Et en échange, rassurez-vous, on peut vous assurer une belle visibilité sur nos médias. Mais ça, donc ça va un peu dans tous les sens. Je sais pas, en France, il y a déjà eu des débats là-dessus. Oh non, certainement pas en France. Mais pas avec BFM. Michele Ciarcone. Et au niveau de l'Union européenne, Michele, le chapitre sur les institutions européennes n'a pas été publié dans votre rapport alors qu'il avait été annoncé. Or, il y a eu quand même quelques vagues, il y a eu des petits problèmes de corruption ou de parfum de corruption à la Commission, notamment avec l'affaire John Dalli, 60 millions d'euros, etc., le commissaire à la santé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un mot sur les institutions européennes dans votre rapport ? Mais votre reconstruction n'est pas vraiment précise. Je vais essayer de vous aider. C'est le problème, Anthony. Voilà, je vais essayer de vous aider. Ce n'est pas qu'il y avait un chapitre européen qui n'a pas été publié. C'est pas du tout ça. Non. On avait l'idée au début d'aussi inclure un chapitre européen et on a commencé à esquisser une première idée de comment le faire. Mais on s'est rendu compte de deux choses. Un, que l'idée de ces rapports est basée sur l'évaluation indépendante, basée sur des parties tierces, et donc de quelqu'un qui soit à l'extérieur, qui aide à voir les problèmes. On ne peut pas non plus être les meilleurs juges. Juger parti. Et donc, on a décidé d'attendre, parce qu'il y a deux projets en ce moment qui sont très intéressants. Un de Transparency International, qui est en train de se pencher sur les institutions européennes, et le deuxième du Conseil d'Europe. Donc, on a décidé d'attendre les résultats de ces évaluations qui sont objectives et externes pour pouvoir vraiment donner un état des lieux très clair et factuel. Et voilà, le doute est levé. Merci infiniment, Michele Ciarcone. Vous êtes porte-parole de la Commission européenne. Merci infiniment d'avoir été avec nous cette semaine dans 500 millions d'Européens. À très bientôt. Trop de remerciements. Laisse flotter un parfum de corruption. Qu'est-ce qui vous prend, Yann Anthony? Je n'ai jamais vu aussi gentil à l'égard d'un fonctionnaire. Le principal coût de la corruption, c'est dans les marchés publics. Un quart du coût des contrats publics se retrouverait dans les poches des fonctionnaires. Enfin, des fonctionnaires. Deux fonctionnaires. Rien que ça quand même. Après la pause, nous serons en ligne avec deux lanceurs d'alerte, un entrepreneur et un avocat qui ont décidé de parler. À tout de suite. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. Cette semaine, nous parlons des pots de vin, des dessous de table. Selon un rapport de la Commission européenne publié cette semaine, la corruption coûterait chaque année au moins 120 milliards d'euros en Europe. Il nous confiait pendant la pause, moi je suis un homme à vendre, mais il y a personne qui veut m'acheter. Jean Quatremer, Libération et le bloc coulisses de Bruxelles. Florence Autrey, La Tribune. Elle est peut-être à vendre, mais c'est impayable. Impayable. Fred Connerlier, spin doctor du Parti libéral belge, sans commentaire. En France, en Italie, au Royaume-Uni, le paiement de commission en échange de contrats est érigé en système. Dans certains pays, les patients doivent payer des dessous de table pour accéder aux soins, etc. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Finalement, le problème de la corruption, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Voilà, c'est des échanges d'enveloppes ou de faveurs entre deux acteurs. Mais si, parfois, il y a une victime. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine du combat de Didier Loisel contre la corruption. Bonjour Didier Loisel. Oui, bonjour. Alors vous êtes ancien cadre, dirigeant bancaire, industriel. Vous êtes ce qu'on appelle un whistleblower, un lanceur d'alerte. Merci infiniment d'être avec nous. Expliquez-nous. Oui, alors déjà je vais vous expliquer, mais je vais vous dire, on est tellement nombreux à vouloir dénoncer cette situation que nous venons de créer une fondation qui s'appelle CNETH, présidée par Monsieur François Colcombé, que l'on connaît, un très grand magistrat, et que nous allons mettre en avant prochainement une douzaine d'affaires de déclencheurs d'alerte qui démontrent à quel point la corruption, elle est nuisible au plus grand nombre d'entre nous, au vivre ensemble et à terme très préjudiciable aux jeunes générations. Alors pourquoi je disais qu'il y avait une victime? Oui, mon beau-frère et mes beaux-parents sont victimes directes d'une immense corruption à laquelle on était confrontés au moment où on faisait une augmentation de capital internationale, donc avec le numéro 1 mondial du bois. Quelle est-elle cette corruption? C'est-à-dire c'est une corruption où il y a 22 banques impliquées, 15 condamnées, où il y a des échanges dans le milieu des affaires qui touchent le monde agricole, c'est les créances ONIC, c'est international. C'est l'affaire BAC, c'est la résurgence d'une ancienne affaire qui s'appelait Sodifrex. Et nous sommes des années après, il n'y a toujours pas de coupable.
il n'y a toujours pas de responsable de cette corruption immense, et petit à petit s'installe autour de nous, parmi nous, au sein du monde des entrepreneurs, mais aussi des salariés victimes, que la France et pas que la France malheureusement, c'est un pays qui ne fait rien face à des corruptions qui sont parfois presque institutionnalisées, où la loi du silence règne en maître, où la pratique des affaires provoque deux réactions. Il y a ceux qui se soumettent et donc qui rentrent dans un mécanisme. Il y a ceux qui luttent, ceux-là, ils vont être blacklistés et vont avoir des empêchements de vie. Et puis il y a ceux qui vont essayer de survivre. D'où la disparition massive d'immenses savoir-faire, raison pour laquelle je pense qu'il faut s'attaquer à la corruption, et je vous en remercie de le faire, vous qui êtes un grand média, parce qu'elle est d'intérêt général, et que pour le vivre ensemble, il faut remettre l'éthique au goût du jour. Je vais même plus loin, moi je suis partisan d'une opération main propre à grande échelle au sein de l'Europe. Donc je pense que, alors bien évidemment, il faut rompre avec la loi du silence. Alors il se produit quelque chose quand même, parce que en une génération, on a encore des gens qui sont là, qui ont près de 80 ans, qui ont enfin décidé de parler. Donc qui ont vu la corruption au quotidien. Certains sont des chefs d'entreprise, d'autres sont des cadres, et peut-être je pense que l'heure est venue pour le vivre ensemble au sein de la communauté européenne. Vous avez des exemples concrets, donc une opération Manipulite en Europe. Vous avez des exemples concrets. Comment ça se traduit la corruption en France, où vous dites que c'est la loi du silence, que la France est aussi un grand pays de la corruption? Donc je prends l'exemple d'une route qui est faite. Donc une route, je prends 3 km de route, le moins 10 ans à gagner, la route est bien faite dans les 100 premiers mètres, elle est bien faite dans les 100 derniers mètres, elle est bien faite au milieu, pendant 100 mètres. C'est bien que vous avez 10% de cette, si elle est 3 km, 10% de cette route qui est bien faite. On va faire un contrôle, comme par hasard, on va faire un endroit où c'est bien fait. 90% du reste est mal fait, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un simple enrobé, ou quelque chose de cette nature, si bien qu'on a été le moins 10 ans, donc on a un prix de revient beaucoup plus faible, et on alimente des réseaux. D'accord. Donc, voilà un exemple concret qui est à la portée de tout le monde. C'est pas le comité d'évaluation du marché, là, a priori, qui était dans le coup, c'est plutôt le contrôleur. C'est une pratique. 4 entreprises sur 10 affirment qu'elles n'ont pu décrocher de contrat face à celles qui pratiquent la corruption. Oui, alors je vais vous donner un exemple auquel j'étais confronté. Alors, ne me faites pas dire de nom parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès en diffamation. Donc, à un moment donné, on a une entreprise donc qui fait à peu près, on était encore en francs à ce moment-là, on fait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires. On travaille, donc on est leader pratiquement dans la technologie de la construction de Saturbois, et on travaille en Suisse, on travaille un peu partout en France, et on fait un mariage avec un groupe finlandais. Et à ce moment-là, on est approché je fais l'âne, donc je joue le jeu, et on est approché par des gens qui viennent de différents pays, d'Afrique, de Suisse, etc. Et je me retrouve un beau jour face à moi, 5-6 personnes. Qu'est-ce qu'on me propose? On me dit, voilà, on sait que vous avez l'habitude de passer des marchés importants, puisqu'on faisait les cabines de péage autoroutière, par exemple, je vous prends ça, et on me dit, bon, on va vous apporter des marchés importants. Donc, je dis, bon, très bien, etc. Alors, je dis, écoutez, c'est peut-être bien d'apporter des marchés importants, mais nous, on a besoin de marge, on doit équilibrer nos affaires, etc., etc. Pas de problème sur le prix. Eh bien, je me suis confronté à une organisation, on va dire mafieuse, qui avait pignon sur rue en Afrique, mais aussi, j'avais un personnage, alors là, ça m'a stupéfié, moi qui avais une culture financière, j'avais quelqu'un de corrompu au sein du FMI en face de moi. Au sein du FMI. Mais est-ce que ça empire, vous qui observez ça depuis des années, est-ce que la situation s'aggrave? Est-ce que la situation empire? Ou au contraire, est-ce que ça s'améliore? Sachant que le sentiment des Européens est que ces 3 dernières années, avec la crise, la corruption a tendance à s'aggraver. Et qu'en même temps, on en fait plus un sujet politiquement. Pardon, je vous en donne un autre aspect qui est dramatique. En l'espace de 10 ans, on a liquidé à peu près 500 000 entreprises. Donc avec une masse d'actifs qui est énorme et qui crée cette liquidation un flux financier de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc en termes de flux, entre les mains de 200 ou 250 officines qui sont les mandataires de justice. Donc vous vous apercevez que quand l'entreprise est en difficulté, 97% d'entre elles sont liquidées. On va vendre un immeuble par exemple à 10, 20, 30% de sa valeur. Vous allez avoir des réseaux très organisés qui vont acheter ça pour une bouchée de pain, qui vont tout dépecer,
qui vont faire des allers-retours, qui vont revendre ensuite à d'autres circuits, et on a des enrichissements sans cause colossaux. Merci infiniment Didier Loisel pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes ancien cadre, dirigeant, bancaire et industriel, et que très prochainement vous allez sortir 10 nouveaux cas de corruption. D'ailleurs, j'imagine que vous allez en livrer certains à BFM Business en primeur, n'est-ce pas ? Oui, je suis d'accord. Très bien, merci à vous. À bientôt. Autre whistleblower, lanceur d'alerte avec nous en ligne. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Rudyard Bessis. Oui, bonjour à vous. On dit maître Bessis, on dit docteur Bessis. Non, parce que vous êtes à la fois chirurgien dentiste et avocat. Qu'est-ce que vous dénoncez ? Voilà, donc je me suis intéressé au monde ordinal. Vous savez, les conseils de l'ordre chapeautent à peu près 2 millions de personnes, 2 millions de professionnels de santé à travers la France. Plusieurs dizaines de millions à travers l'Europe. Et je me suis rendu compte de 2 choses. D'abord, que ce monde-là, qui était censé être bénévole, touchait de l'argent, ce qui était tout à fait anormal. Mais pire encore, je me suis rendu compte qu'on avait monté un système judiciaire à la tête duquel se trouvent toujours des conseillers d'État qui sont nommés par le ministre de la Justice. Et des sommes leur étaient attribuées alors qu'aucun texte ne leur permettait de toucher de l'argent. Je m'explique. Imaginez-vous un juge en face de vous qui, lorsqu'il va vous condamner pour tel ou tel motif, va vous condamner aussi à des frais de justice que vous allez devoir payer. Et sans le savoir, vous payez une prestation judiciaire du juge qui est en face de vous. En fait, le juge a un intérêt à vous condamner parce qu'il perçoit de l'argent de la sorte. Ce qui devient absolument incroyable. Alors au début, je me suis dit non, ça doit être une erreur d'analyse, c'est pas possible. Et puis on a saisi le Conseil d'État pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnait ce système. Donc vous êtes en train de dire en gros que les conseillers d'État, les juges disciplinaires se rémunèrent sur la bête. Se rémunère sur la bête. Alors, le pire, alors pourquoi je suis devenu un whistleblower, expression anglo-saxonne, mais lanceur d'alerte aussi, parce que j'ai dénoncé cela, j'ai indiqué que le seul pays à ma connaissance qui faisait payer au condamné la balle qui servait à le tuer lorsqu'il était condamné à mort était la Chine. Ce sont peut-être des propos violents, excessifs et tout ce que l'on veut, mais lorsque vous défendez des gens et que vous savez que le juge en face a un intérêt financier, personnel, comme un prestataire de service, à vous vendre une condamnation, vous vous dites en France. Donc votre conclusion, c'est quoi ? C'est la France, le système judiciaire, enfin en tout cas une partie de la justice française, pour vous ? Pour moi, une partie de la justice française perçoit de l'argent de façon tout à fait, je l'ai écrit, et je mets ça entre guillemets, hors la loi. Il n'y a aucun texte qui ne permet à un juge de prendre des prestations. Et ça, c'est un système tout à fait scandaleux. Bien entendu, j'en ai informé le président du Conseil d'État, bien entendu, j'en ai informé le Premier ministre, bien entendu, j'en ai informé le président, et il a résulté de tout cela qu'on a déposé une plainte disciplinaire contre moi, avec des entourloupes comme pas possible, des actes délictueux, puisque moi-même j'ai été obligé de déposer une plainte pénale pour me protéger contre ceux qui m'attaquaient. Ceux qui m'attaquaient étaient ceux qui percevaient de l'argent. Et j'ai été radié, ce qui veut dire que j'ai perdu du jour au lendemain mon cabinet, ma clientèle, mes revenus, je n'ai pas de chômage et je n'aurai pas de retraite. J'ai tout perdu pour cela. Je vous fais une petite Et donc pour vous, la demande au niveau, par exemple, européen, que peut faire l'Europe, c'est protéger les lanceurs d'alerte. Alors, comment les protéger ? Pour moi, il faut créer un comité de gens et de personnalités de tous horizons, y compris de la société civile, totalement indépendante de toute forme de pression, qui puissent, dans les 2 ou 3 mois, à partir du moment où ils ont été alertés par une personne qui se trouve en danger, de lui donner éventuellement, au regard du dossier, un statut spécial, comme on peut en avoir pour ceux qui sont dans les comités d'entreprise ou ceux qui sont syndicalistes, un statut spécial de protection le temps
sans qu'une autre commission, une juridiction ou le procureur de la République se penche réellement sur le problème. Voilà, merci infiniment Rudyard Bessis pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste et avocat et que vous pointez du doigt le mode de rémunération des juges disciplinaires qui sont rémunérés en condamnant tout simplement à travers les frais de justice. Alors vous avez dit que vous souhaitiez une intervention politique dans le dossier. Alors justement, nous parlerons de la volonté politique de lutter contre la corruption juste après le journal. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Noguès. Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet Plus. Au menu cette semaine, la corruption. On ne fait pas assez en Europe contre la corruption et c'est vrai partout. Voilà ce que dit Bruxelles. Voilà ce que dit la Commission européenne. Chaque année, plus de 120 milliards d'euros. Eh bien, 120 milliards d'euros, c'est le coût de la corruption en Europe. Manquons-nous finalement de volonté politique face à ce fléau? Pour en parler avec nous en studio, 3 incorruptibles. Jean Quatremer, je souris quand je dis ça. Jean Quatremer, Libération et le bloc coulisses de Bruxelles. Florence Autré, la Tribune. Fred Caudernier, spin docteur du parti libéral belge. La corruption dans 500 millions d'Européens. Alors avec nous en ligne l'eurodéputée Sylvie Guillaume, eurodéputée socialiste. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous, merci d'abord à vous de participer à 500 millions d'Européens cette semaine. Que pensez-vous en tant que parlementaire européenne de ce rapport de la Commission ? Oui, je considère que c'est plutôt une bonne base de démarrage qui devrait, j'espère, pouvoir s'ouvrir sur quelque chose de plus construit, peut-être avec des critères plus construits. Je note particulièrement que je suis pas sûre que ça reflète exactement la réalité. On voit beaucoup que sont utilisés les termes pense que, tant de pourcentage pense que. Donc ça m'interroge un peu sur voilà la manière dont ça a été fait. Le rapport qui repose notamment sur une étude Eurobaromètre qui prend en compte les perceptions des Européens par rapport à la corruption. Donc c'est pas très factuel quand même tout ça. Parce que cette perception, il faut pas la négliger non plus. Mais pour passer de la perception à quelque chose qui est effectivement mesuré correctement et qui de fait après devrait pouvoir donner les moyens de lutter contre et de prendre des sanctions, il faut qu'on ait des choses assez précises et pour l'instant c'est pas tout à fait le cas, me semble-t-il, à partir de ça. Mais ça met le doigt sur une situation et sur des pratiques qui sont évidemment condamnables. Pour vous, Sylvie Guillaume, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique, alors on peut parler en France et puis au niveau européen finalement, de lutter contre la corruption? Je pense, parce que vous avez cité vous-même les chiffres que ça représente, c'est quand même pratiquement un budget annuel de l'Union européenne, donc ça doit quand même aussi frapper un 120 peu milliards chaque année, c'est l'équivalent du budget de la Commission. C'est un tout petit peu moins, mais c'est quand même extrêmement important, donc je crois que ça frappe beaucoup les esprits. Et ce qu'on peut voir aussi au travers de ce rapport, c'est qu'il y a plein de catégories de la société, des citoyens qui se sentent concernés ou qui ont été impactés ou qui se sentent éventuellement impactés par ça. Donc c'est un phénomène assez large et je pense qu'il faut effectivement s'en saisir. On a essayé de travailler à ça avec mon groupe aussi pour essayer on avait commandé une étude, mais c'était un peu plus large que la question de la corruption. On avait plusieurs critères et en fait on avait plutôt vu ça sous quelle approche de la démocratie, qu'est-ce qui impacte la démocratie en ce moment et comment on peut trouver peut-être des critères, des dimensions pour mieux faire fonctionner la démocratie. La question de la corruption en faisait partie, mais pas seulement. Il faut se méfier de ces chiffres, cette idée 120 milliards, là on pourrait économiser de l'argent. Il faut quand même reconnaître qu'en même temps c'est la chose la plus naturelle du monde, quoi. Enfin, la corruption? Oui, d'avoir je veux dire, parce que l'homme est pas bon naturellement, donc forcément un gars va avoir envie de placer son fils comme stagiaire dans sa boîte. Forcément, un élu à un moment donné va se demander ce qu'il fera quand son CDD au Parlement européen sera terminé et comment il va atterrir. Non, laissez Sylvie Guillaume en dehors de ça, s'il vous plaît, Florence Autrey. Non, mais ce que je dis, il faut quand même repartir. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, mais quand même, il faut non plus pas marcher sur la tête, il faut repartir de l'idée que c'est quand même un réflexe naturel, que l'homme n'est pas naturellement honnête, il est aussi naturellement cupide et que voilà, le bien et le mal coexistent dans ce monde. Ce qui n'est pas naturel, pardonnez-moi,
Ce qui est pas naturel, c'est quand c'est l'impression que les gens ont de se faire avoir régulièrement, et que c'est toujours l'autre en fait qui bénéficie de la corruption, mais que lui, il en est la victime. Et ça, par contre, c'est quand même des signes pas très très bons dans la démocratie, et ça permet en plus d'extrapoler aussi sur tout ce qui peut se faire ailleurs, et donc on finit par être dans un espèce de système de suspicion généralisée, oui, et de ressentiment. Toutes les compétences de la société, mais tout à fait. Les entreprises. Alors on parlait de l'homme cupide, sans transition, Jean Quatremer. Voilà, Jean Quatremer. C'est pas normal. Non, mais il faut distinguer, à mon avis, dans ce que dit Florence, entre ce qui est du domaine réglementaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut interdire comme comportement, qu'est-ce qu'on peut réglementer comme comportement, et ce qui relève de l'ordre de la morale. C'est deux choses complètement différentes. Je crois que le droit ne peut pas se saisir de toutes les situations. Je veux dire, on peut pas interdire à quelqu'un effectivement de favoriser une personne avec laquelle il a plus de sympathie parce qu'il connaît sa famille, etc., etc. Je veux dire, ça c'est des choses. Bon, c'est l'être humain, effectivement. Autre chose est de dire, si tu prends mon fils dans ton entreprise, je te rémunère pour ça. Voilà, exactement. Donc, et là, ça peut être saisi par le droit. Donc attention de ne pas confondre ce qui peut être saisi par le droit de ce qui relève de la morale. C'est pas la même chose. Fred Coderlier. Il y a aussi une distinction qui est importante à faire, et en ça, je pense que la situation d'un député européen ne doit pas être évidente à vivre tous les jours. C'est qu'on sait qu'il y a aussi un poids important du lobbying. On a déjà consacré des émissions par rapport à ça. Et où s'arrête la frontière du lobbying et quelque part la corruption de députés? Est-ce que vous, par exemple, Madame Guillaume, vous avez déjà été contrainte comme ça à devoir arbitrer quelque part certaines propositions qui vous ont été faites? Mais moi, alors déjà, je suis dans des commissions de travail qui sont un peu plus éloignées. Sylvie Guillaume, elle s'occupe notamment de l'immigration, donc a priori, peut-être des passeurs. Vous n'avez pas des passeurs qui viennent vous voir, ou des marchands de bateaux peut-être. Si vous revenez au Parlement européen, choisissez mieux vos dossiers, Sylvie Guillaume. Allez à la commission industrie. Non, mais ça m'intéresserait d'avoir votre expérience. Non, mais si je peux finir ma phrase. Bien sûr. Donc je suis effectivement quand même un petit peu loin de ce risque ou de entre guillemets de tentations qui peuvent arriver peut-être dans d'autres commissions où on est plus proche de milieux d'affaires ou des choses comme ça. Mais bon, après on peut extrapoler sur la question du lobbying. Moi, quand je travaille avec des associations qui sont par exemple sur l'asile, qui sont au plan européen, qui font de l'advocacy, enfin qui font du plaidoyer sur le sujet, oui, c'est du lobbying. Mais enfin, il n'y a pas d'argent entre nous, quoi. Donc c'est effectivement, les choses sont très différentes. Je pense qu'il y a un truc quand même de démarrage qu'il faut avoir quand on est un homme politique ou une femme politique, c'est quand même vraiment trouver la bonne distance. Et moi, ma distance personnelle, elle est plutôt loin, quoi. Et j'essaye de tenir à distance par nature ce genre de phénomène. Et je pense que l'attitude personnelle aussi crée aussi la distance avec ce type de tentation. Et voilà. Mais c'est quoi la réponse, Sylvie Guillaume? Ce sont des codes éthiques. On parlait de volonté politique, etc. Il y en a déjà. Non, mais bien sûr, mais c'est ça la question. Donc, ça veut dire que c'est pas la solution. Si vous me dites qu'il y en a déjà, mais que malgré tout il y a de la corruption. Regardez la question des lobbies. Il y a un registre des lobbies à Bruxelles. Ça a réagi parce qu'on a tous en tête le fait qu'il y a plusieurs parlementaires européens dans ce mandat qui ont, disons, cédé à quelques tentations financières pour déposer des amendements contre rémunération. Bon, ils sont pour beaucoup fait choper, je veux dire, et certains d'ailleurs purgent des peines de prison depuis. Mais donc du coup, ça a déclenché le registre, un renforcement du registre des lobbies. Enfin, cette inscription, elle n'est pas obligatoire, donc il y a encore une forme de souplesse dans tout ça parce qu'on a voulu brusquer personne. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus, pardonnez-moi, mais plus rigide là-dessus et qu'il n'y a pas. Si vous voulez vous inscrire pour dire éventuellement ce que vous faites comme lobbying, vous n'avez qu'à nous le dire. Je pense qu'il faut être beaucoup plus directif là-dessus. Parce que, après tout, les lobbies, on peut pas les jeter comme ça a priori. Ils font leur boulot, et quelquefois c'est utile, comme je le disais tout à l'heure, sur certains domaines dans lesquels je travaille moi. C'est très important que je puisse avoir ce type de dialogue. Mais il faut tenir la distance et il faut que ce soit transparent. Jean Quatremer qui parlait tout à l'heure du pantouflage. On voit de plus en plus de hauts fonctionnaires européens pantouflés dans les entreprises. Une forme blanche, légale, j'ai envie de dire, de corruption. Ils mettent les infos acquises dans l'administration au service d'intérêts privés, sans compter que au moment où ils sont dans l'administration, parce qu'ils ont envie de se retrouver dans des grands groupes derrière, eh bien ils anticipent leur réinsertion et peuvent être tentés de faire des cadeaux. C'est un souci pour vous, le pantouflage? Est-ce que c'est assez réglementé? Oui, c'est un souci. Oui, c'est un souci. C'est mieux réglementé en France, et je signale juste à cet égard que le rapport dont on parlait au tout début de notre discussion, le rapport de la Commission européenne sur la corruption, ne parle pas de ça justement. Ne parle pas de cette. Alors on a posé la question à Michele Cerconnet, le porte-parole de la Commission là-dessus, et il a dit qu'il pouvait pas être à la fois juge et partie, étant donné que c'est un rapport de la Commission, c'est pas à la Commission de parler du pantouflage. Voilà, ça c'est sa version.
ça n'empêche pas qu'on puisse se préoccuper de ce genre de sujet, parce que c'est réellement un souci. La mise à disposition à l'extérieur d'informations ou le carnet d'adresses, oui, ça doit respecter un certain nombre de règles. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y en existe vraiment. Jean, le pantouflage ? Mais le pantouflage ne touche pas que les institutions communautaires. Je veux dire qu'en France, c'est exactement la même chose. Lorsque vous voyez que les dirigeants des principales banques françaises viennent tous de la fonction publique, et quand vous voyez à quel point il y a une interpénétration entre les élites bancaires et les élites politiques, ça pose un problème. Quand on voit comment la France, par exemple, défend les intérêts de ses banques actuellement face aux propositions de réforme de Michel Barnier, il y a un malaise. Manifestement, tous ces gens sont du même milieu, et ça pose un problème monumental. Les journalistes qui deviennent porte-parole de partis politiques. Par exemple. Ça vous en pensez quoi, ça? Moi, j'ai toujours été très critique à l'égard des journalistes qui passaient de l'autre côté du miroir. Je trouve ça très dangereux. En même temps, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une pratique relativement fréquente. Cela étant, c'est ceux qui ont le know-how, le savoir-faire finalement. Ils ont le savoir-faire, et d'ailleurs, ce devient non pas d'excellents porte-parole, ce sont des gens qui sont capables ensuite de verrouiller totalement l'information. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un ancien journaliste devenu porte-parole. Personnellement, l'expérience le prouve. Non, je pense que là, la question du conflit d'intérêts est majeure, et notamment, je pense, dans un pays comme la France, dont toutes les élites proviennent d'une seule école, l'ENA, sans parler de Sciences Po auparavant. Et ça crée, ça crée ce sentiment en France, effectivement, sentiment de corruption généralisée, où on ne sait pas qui défend qui représente quoi. Fred Codorlier. Mais justement, vous citez l'ENA, c'est ce que j'allais évoquer. On est peut-être moins dans un problème, je dirais, de difficulté de passer la frontière entre un élu qui tout à coup exerce une fonction dans le privé. C'est simplement parce qu'il y a une école ou deux écoles qui forment soi-disant l'élite, et cette élite forcément se retrouve dans un certain nombre de milieux qui sont des milieux de décision, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, etc., etc. Mais ce que je veux dire par rapport justement au phénomène de pantouflage, et ça rejoint un peu, je vous réponds un peu, Jean, sur l'idée du journaliste qui devient finalement attaché de communication dans un parti politique, ce qui est mon parcours. Ça pose aussi la vraie question du statut. Alors je ne vais pas revenir sur le statut du journaliste, je vais m'attacher au statut du parlementaire. Aujourd'hui, il est de bon ton, et c'est politiquement très incorrect ce que je vais dire, mais aujourd'hui, il est de bon ton de dire que tout élu est un pourri, qui fout rien, qui gagne trop, et c'est scandaleux. On arrête de parler de Sylvie Guillaume. D'ailleurs, vous pourrez vous défendre. Je pensais que j'allais faire un reportage de porte ouverte, mais du coup, ça tombe bien. Je parle pas du tout de Sylvie Guillaume, et d'ailleurs, je pense qu'on se rejoindra sur l'analyse. En tout cas, vous me le direz. Mais aujourd'hui, il est de bon ton dans la presse de dire que le parlementaire, qu'il soit européen, national, régional, peu importe, c'est quelqu'un qui est trop payé, qui fait rien, qui va au resto, qui est complètement déconnecté de la vie réelle, etc., etc. Or, il n'y a rien à faire. Si on veut assurer à un moment donné une indépendance du parlementaire et une forme d'autonomie, eh bien, ça se paye. C'est le coût de la démocratie. Et donc, il faut aussi pouvoir accepter qu'un parlementaire gagne quelques milliers d'euros par mois, qu'il ait des indemnités de sortie qui lui permettent de se retrouver, ou alors, si on ne fait pas ça, on va se retrouver dans des assemblées où il n'y aura simplement que des fonctionnaires qui se mettront en congé politique, ou des gens très riches qui pourront simplement faire de la politique parce que ça les amuse, parce qu'ils ont Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe en France, au Parlement français. Regardez, le Parlement français ou le gouvernement français, ce ne sont que des fonctionnaires. Je veux dire que ça ne représente absolument pas plus la société française. Sylvie Guillaume. Non, mais c'est bien parce que c'est un vrai plaidoyer. Moi, j'avais l'impression, je voulais aborder cette question-là, j'avais l'impression que j'allais tomber à faire un peu d'enfonçage de porte ouverte. Et du coup, vous avez fait exactement. J'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voyez qu'on est d'accord. Non, mais c'est vrai. On enfonce tous les portes ouvertes ensemble. On peut pas non plus considérer que on s'engage dans la vie politique et qu'après, s'il y a rien, il y a rien. Moi, j'ai pas travaillé depuis un certain temps. Je me suis consacrée à la vie politique, à mes mandats. Et je crois que j'y mets vraiment énormément d'énergie et énormément de temps. Si demain ça s'arrête, c'est vrai que je vais être obligée de chercher dans le privé. Je suis pas fonctionnaire. Je vais faire un truc encore pire, c'est que j'étais fonctionnaire quand j'étais jeune et j'ai arrêté mon statut parce que ça bloquait des gens pour rentrer dans le statut. Donc j'ai cessé d'être sur un statut de fonctionnaire. Donc après, c'est vrai que j'ai pas encore l'âge d'être à la retraite et j'ai pas l'intention de l'être. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut pouvoir trouver des ponts. Il faut que ces ponts ne soient pas effectivement soumis à ce pantouflage. En tout cas, maintenant, question Sylvie Guillaume. On ne peut pas non plus avoir que des gens qui sont dans la fonction publique, dans la fonction politique. Est-ce que vous ressentez une véritable volonté politique, que ce soit au Parlement européen, à Bruxelles de manière générale, de lutter contre la corruption, ou on fait juste un rapport comme ça pour que ça fasse bien ?
Non, je crois qu'il y a une volonté politique. Bon, ça tombe à un moment où il va y avoir des renouvellements et du Parlement et de la Commission, donc ça va faire quand même un grand blanc dans les mois qui viennent en termes de suivi et de portage politique de tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. On a fait, nous, un certain nombre de suggestions, je vous disais, avec des critères et puis des quelques idées d'indices qui pourraient avancer vers une meilleure démocratie, une démocratisation de la vie politique. Donc il faut aller là-dessus et je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire du tout sur ce sujet. Jean Quatremer, dernier mot. Ce que montre cette affaire, c'est qu'il y a une prise de conscience européenne. Et ça montre aussi l'apport de l'Europe dans la prise de conscience des problèmes de corruption nationale. Parce que la corruption n'est pas européenne. Là, on ne peut pas accuser l'Europe d'être responsable en quoi que ce soit des dérives nationales. Et au contraire, comme petit à petit, nos pratiques se rapprochent, la prise de conscience, si vous voulez, que permet l'Europe, nous pousse à réagir contre la corruption. Parce que, par exemple, si on n'avait pas, je sais pas, s'il n'y avait pas l'Europe, vous croyez qu'en Grèce, aujourd'hui, on lutterait contre la corruption? Vous croyez qu'en Italie, on lutterait contre la corruption? Vous croyez en Bulgarie ou ailleurs? Évidemment que ces pays se seraient enfoncés toujours davantage dans la corruption et dans un système économique totalement perverti. Et ça, c'est un point positif pour l'Europe, parce que c'est elle qui permet cette prise de conscience. Merci infiniment, Sylvie Guillaume. Je rappelle que vous êtes eurodéputée socialiste. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Juste après la pause, avec nos complices Florence Autrey, Jean Quatremer, Fred Cauderlier, la revue de presse européenne. L'émission qui va voir ailleurs, 500 millions d'Européens sur BFM Business. La revue de presse dans 500 millions d'Européens sur BFM Business avec Florence Autrey, La Tribune, Jean Quatremer, Libération, le Bloc Coulisses de Bruxelles et Fred Cauderlier, spin docteur du Parti libéral belge. Tiens, justement, Jean Quatremer, le Bloc Coulisses de Bruxelles. Il y a eu des échanges sur Twitter parce que François Asselineau de l'UPR, le souverainiste, était notre invité il y a quelques semaines dans cette émission. Il avait dit à un moment donné que le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, un Allemand, avait un passé nazi. On n'avait pas fait trop long là-dessus. Mais vous, cette semaine, vous avez sorti quelque chose concernant Herman Van Rompuy et ses goûts, on va dire, littéraires pour des poètes au passé un petit peu douteux, ce qui a valu, du coup, un nouveau tweet de la part de François Asselineau qui a dit, tiens, pendant que Quatremer glousse quand moi je parle de Walter Hallstein, lui, sur son blog, il parle des fréquentations littéraires douteuses d'Herman Van Rompuy. Expliquez-nous. Alors, Herman Van Rompuy, donc, est le président du Conseil européen. On reprend à la base. Voilà, reprenons la base. D'accord. Et qui est ancien Premier ministre belge, ancien président de la Chambre des députés belge. Flamand. Voilà, un chrétien démocrate flamand et qui est depuis toujours un flamingant pur et dur. C'est-à-dire qu'en Belgique, on fait comme si ce garçon était quelqu'un de tout à fait normal. Non, c'est quelqu'un de la frange dure du CDNV. C'est quelqu'un qui fait partie des confédéralistes belges. Et tout à fait par hasard, il se trouve qu'un historien belge travaillant sur les origines du mouvement flamand est tombé sur le blog personnel, le site personnel d'Herman Van Rompuy et a découvert qu'il avait publié en juillet 2007, donc avant qu'il soit président du Conseil européen, mais il l'a laissé depuis. Ce blog est toujours alimenté régulièrement de poèmes, d'haïkus, vous savez, ces petites formes... Les poèmes japonais. Les petits poèmes japonais. Partie de jour, un monde qui a changé, un jardin en fleurs. Magnifique. Partie de jour, c'est du Herman Van Rompuy dans le texte. C'est incroyable. Et donc l'accent polonais en moins. Oui, j'ai essayé de faire l'accent flamand, mais je suis pas bon. Et il a découvert donc que Herman Van Rompuy avait publié un poème d'un ancien prêtre qui s'appelle, alors je vais le prononcer de façon un peu à la française, Cyril Verschave. Cyril Verschave. Voilà, c'est ça. Qui est un personnage très connu ici. C'est une sorte de brasillac en plus dur, si vous voulez. D'accord. Donc c'était un prêtre flamingant qui a versé dans le nazisme, qui a collaboré avec les autorités nazies, mais là, c'est avéré. Assez avéré. Il a été condamné, il a été déchu de sa nationalité belge en 1945 par les autorités, par les justices belges, condamné à mort par contumace. Il est mort en Autriche où il était réfugié, il n'a jamais été extradé. Et ensuite, un commando paramilitaire d'extrême droite flamande a rapatrié ses restes en Flandre. Donc, c'est-à-dire que ce personnage est quelqu'un vraiment qui est connu en Flandre, qui est quelqu'un qui est au passé sulfureux, et le président du Conseil européen publie sur sa page donc un de ses poèmes. Alors le poème lui-même, il est tout à fait publié sur sa page
a publié en 2007 et en a laissé 2007. A laissé depuis ce poème sur sa page. La page elle a été actualisée, je vous le signale, où on mentionne désormais que Herman Van Rompuy est président du Conseil européen. Alors dans le même temps, alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça nous dit sur Herman Van Rompuy ? D'abord ça nous dit qu'effectivement il y a un problème Herman Van Rompuy qui est un flamingant, c'est-à-dire que les Européens ont nommé un flamingant pur et dur à la tête du Conseil européen. Qu'est-ce que ça veut dire flamingant ? Ça veut dire indépendantiste, nationaliste, flamand. Voilà, qui est dur, pur et dur. Et surtout, il faut voir que c'est contraire. Publier un poète nazi flamand, ça pose un léger problème. Vous savez que l'Europe est engagée dans une partie de bras de fer. Un poème qui avait été écrit en 1909, voilà. Donc avant. Oui, mais vous savez que Adolf Hitler était aussi un excellent peintre avant de devenir ce qu'il a connu, ce qu'il a été. Donc il faut juste arrêter avec ça. Il était peintre excellent. Non. Bon, je veux dire que vous savez, Goebbels aussi était un bon père de famille, etc. On peut aussi remonter comme ça. Je veux dire que simplement que c'est un acte politique de la part d'un responsable politique que de publier sur sa page personnelle un poète nazi. Et là, on a un problème. Selon vous, ça se fait pas. Et on a un problème, c'est que actuellement nous sommes engagés dans une partie de bras de fer, par exemple, avec les autorités hongroises, avec Viktor Orban, qui réhabilite lui-même des anciens intellectuels nazis hongrois et on lui fait la leçon. Mais au nom de quoi ? Et qui au Parti populaire européen comme Herman Van Rompuy. Donc au nom de quoi on va donner des leçons à Viktor Orban alors que dans le même temps, celui qui va lui donner des leçons, lui, publie, réhabilite, en quelque sorte, un poète nazi condamné à mort, déchu de sa nationalité par les autorités judiciaires. Je veux dire que c'est un acte qui n'est pas neutre. Imaginez que Jean-François Copé, par exemple, publie sur sa page personnelle un texte de Brasillac. Ça ferait un scandale monumental. En Belgique, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ce qu'il faut sortir de là, c'est que globalement, là, en 2-3 émissions, on associe des dirigeants européens au nazisme. Ça a été François Asselineau, maintenant c'est vous. Non, alors François Asselineau, lui, est dans le délire parce que lui, il explique que Walter Einstein, qui était le premier président de la Commission, nommé en 1958, était un ancien nazi. Ce qui est faux. Je veux dire il m'a un peu pris par surprise lors de cette émission et j'ai pas pu vérifier. Depuis, j'ai vérifié. Simplement, il était, comme tous les Allemands, affilié à une organisation professionnelle nazie. Mais il n'a jamais été membre du parti nazi. Ça, c'est établi, c'est prouvé. Et au contraire, quand il a pris ses distances à partir de 1942 très officiellement avec le parti nazi. Comme le pape Ratzinger. Il a été l'ancien pape. Mais bien sûr, exactement. Et donc ce sont des gens qui ont pris. Je veux dire que dans ce cas-là, on peut dire que l'Allemagne est un projet nazi, que tous les Allemands d'après-guerre qui ont survécu à la guerre ont été des nazis. Ça n'a aucun sens. Et ça veut dire quoi ? Moi, c'est là que je prends Asselineau qui se revendique du gaullisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que De Gaulle aurait accepté en 1958 la nomination d'un président de la Commission, ancien dirigeant nazi, et sa reconduction pendant 10 ans. Je veux dire que c'est inimaginable. Évidemment, si De Gaulle avait eu la moindre preuve que Walter Einstein avait été dirigeant nazi, il aurait un dirigeant nazi, il aurait fait opposition à sa reconduction. Fred Cauderlier. C'est incontestablement une faute de la part d'Herman Van Rompuy, ça je crois que c'est clair. Ceci dit, effectivement, comme vous le mentionnez, le poème a été écrit avant l'instauration du Troisième Reich et du régime nazi, mais il n'empêche que son auteur est une personne plus que controversée, comme l'a rappelé Jean. Donc je crois que c'est effectivement une erreur politique importante, une faute, c'est clair. Maintenant, il faudra voir comment Herman Van Rompuy va réagir. Visiblement, la stratégie était plutôt de passer ça sous silence, et si j'ai bien compris, même son porte-parole ne prend pas la peine de vous rappeler. Le porte-parole, de toute façon, depuis 5 ans qu'il est en place, on se demande s'il exerce pas un emploi fictif, parce qu'il a pour habitude de ne jamais rappeler les journalistes. Et là, vos questions sont chiantes aussi, reconnaissez-le. Je reconnais, mais surtout que j'ai appelé évidemment le porte-parole avant de publier l'article pour savoir pourquoi Herman Van Rompuy avait publié ce texte. Ouais. Et il n'a pas appelé, parce qu'évidemment, c'est un travail, il faut rappeler les journalistes, c'est très très fatigant. Fred, il y a son salaire d'ailleurs. Il y a juste un truc, moi, que je retiendrai cette semaine, qui va un peu dans la mouvance. C'est cet hommage que peu de journaux européens ont rendu à Chris Gueffroy. Chris Gueffroy est le dernier jeune homme qui a été abattu en voulant traverser le mur de Berlin, et c'était il y a 25 ans cette semaine, c'était le 5 février 1989. Et finalement, on a tendance à banaliser de plus en plus cette espèce de proximité avec parfois de l'extrémisme, parfois des thèses d'extrême droite. Ce qui se passe en France, moi, m'inquiète. J'ai encore vu une émission sur la télévision publique cette semaine entre Pierre Moscovici et Marine Le Pen. C'est effarant, c'est vraiment effarant ce qu'on peut voir.
parce que c'est une espèce Marine de Le Pen qui a accepté d'être notre invitée dans 500 millions d'Européens dans les semaines à venir. Eh bien voilà, mais c'est une espèce de banalisation du message qu'elle porte. Et très sincèrement, Pierre Moscovici, qui est, je pense, quelqu'un d'intelligent, ne s'est pas bien battu par rapport à Marine Le Pen. Il a perdu le débat d'une certaine manière parce que ces thèses populistes prennent chaque fois le dessus et c'est ce qui marche le mieux. Et quand je vois ce débat et que je repense à Chris Gueffroy, dont je le rappelle, peu de personnes ont rendu hommage cette semaine, je me dis que c'est un combat de tous les instants, c'est un combat permanent. Ce jeune homme a traversé le mur de Berlin parce qu'il pensait qu'à ce moment-là, comme le disait la rumeur, les gardes n'abattraient plus les personnes qui traversaient le mur. Ça n'a pas été exact. Il est mort d'une balle en pleine poitrine et pas de chance entre guillemets pour lui, si vous me passez l'expression. Il fallait encore attendre quelques mois plus tard, le 9 novembre 89, pour que ce mur descende. Et d'ailleurs, c'est important, il y a un morceau de ce mur à quelques mètres d'ici sur la place devant le Parlement européen. Donc c'est important, il faut rappeler que ce mur a existé, que ces idéologies ont détruit l'Europe et surtout, n'y revenons pas. Merci Frédéric Coderlier pour ce rappel. Vous êtes spin doctor du Parti libéral belge. Merci Florence Autré, la Tribune. Merci Jean Quatremer, Libération et le blog Coulisses de Bruxelles. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, samedi à 11h, dimanche 21h. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.